Salut à tous. Allez, je me lance. Bonne année. Je sais que le protocole nous donne jusqu'au 31 janvier, mais après tout, c'est le premier épisode de la nouvelle année. Et c'est vraiment sincèrement que nous vous souhaitons une très bonne année à toute la communauté WordPress. On souhaite avant tout pouvoir très vite se retrouver dans nos rendez-vous habituels comme les meet-up, les WordCamp et tous les événements qui nous réunissaient. On peut prendre quand même de bonnes résolutions, continuer à participer aux événements en ligne et surtout, JB sera d'accord avec moi, participer aux futures versions de WordPress et donc contribuer. Ouais! Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de SEO avec notre premier invité de l'année, Nicolas Mercatilli, aka Cranico. Si vous avez fréquenté les WordCamp, vous l'avez forcément croisé. Aujourd'hui, il va répondre à nos questions sur le référencement, sur WordPress et nous présenter ses activités. Nico, tu n'hésites pas, tu interviens quand tu veux dans l'émission Avec plaisir. pour poser des questions ou répondre aux questions. Allez, waouh 2021, c'est parti. WordPress. That's really cool. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. That's really cool. Simon, au sommaire de cette émission. Donc, nous entamerons comme d'habitude avec la revue de presse et bien entendu, comme tu l'as annoncé, notre invité du mois, c'est Nicolas Mercatilli, alias Créanico, voilà, sur les réseaux. Il a pas mal de projets à son actif qu'il nous présentera tout à l'heure et nous allons parler de SEO. Avec plaisir. Merci. Alors, cette première news, la news, alors j'allais dire de la semaine pour nous quand on enregistre ce podcast, cet épisode, c'est peut-être la news du mois. WordPress à 40% du web. Eh bien, ouais, c'est encore W3Tex, qui nous l'apprend. Voilà, il rappelle qu'il y a 5 ans, WordPress, c'était 25% du web. Et voilà, aujourd'hui, c'est 40. Voilà, pour info, on avait fait un petit pari, enfin JB avait lancé un petit pari en interne sur le fait de quand WordPress allait dépasser cette fameuse barre des 40%, puisqu'on était à 39,8, je crois, ou quelque chose comme ça, JB, si je me trompe pas. Voilà, donc on est en train d'établir quels étaient les gagnants. Voilà, mais là la barre est franchie, donc voilà, ça va plutôt assez vite. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. C'est ça, et puis je peux confirmer que personne n'a gagné dans l'agence, puisque moi je pariais sur le 1er février. Simon, notre petit troll, du coup, avait dit jamais. Saligo. Oh, c'était drôle. Eddy était parti sur une échéance un peu plus tardive, Le je 15 crois, aux février, alentours ouais. du 15 Ouais, février. ouais. Ouais. Et puis les autres étaient un peu plus savants, donc voilà, personne n'a gagné. C'est donc le 9 février, Le 9 février. que la barre des 40% a été franchie. Où s'arrêteront-ils? À 75, c'est ce qu'avait dit Matt quand on a Oui. passé la barre des 25%. Il a dit il reste encore 75% à faire. Donc non, à 100% en fait. Ça va faire peur. Ça fait peur. Une autre petite news comme ça, très rapidement, qui me permettra également d'annoncer notre prochain invité du prochain épisode. C'est le site de VP Rocket, voilà, le site de l'extension Number One, l'extension qu'on ne peut pas rater. Pour le cache, eh bien, ils ont passé tout le site sous Gutenberg et pour prouver aussi également qu'on pouvait faire un site très rapide, extrêmement rapide avec Gutenberg. Il nous donnera peut-être quelques astuces et quelques petits secrets à notre prochain épisode. Petit mot parce que l'agence Woodinit a participé à la création de ce site également, donc on est assez content du résultat et on aura l'occasion donc d'en discuter. Donc faites leur plaisir, allez tester le site sur tous les sites de rapidité, les PageSpeed et autres, vous allez voir, on atteint les sommets avec ce site. Du coup, j'enchaîne avec quelques petites news du côté du cœur de WordPress, hein, comme à mon habitude. Une première news à propos de 5.7 qui va sortir qui est prévu pour le 9 mars. Pour l'instant, tout roule hein, à peu près. C'est une version qui aura pas mal d'améliorations. Une amélioration plutôt conséquente. Alors que c'est un petit détail pour les freelances, pour les agences, etc. Mais
pour les gens qui s'occupent de leur site, de leur côté, de leur petit site à eux, où ils publient du contenu, etc. Ça peut faire la différence. Et puis en fait, ça s'adresse aussi à tous les freelances, etc. J'ai nommé du coup le fameux passage qui est recommandé depuis maintenant des années de HTTP à HTTPS. Dans WordPress 5.7, enfin à partir de WordPress 5.7, l'écran de santé du site, donc disponible sur outils santé du site, va vous remonter une alerte si vous avez un certificat SSL, donc un certificat installé sur le serveur par l'hébergeur permettant de passer en HTTPS et que votre site est en HTTP. Dans cette alerte, vous aurez juste un petit bouton qui permettra, en fait, si vous cliquez dessus, de passer automatiquement votre site en HTTPS, donc si ce certificat est disponible sur le serveur. Et du coup, ça se fera de façon automatique. C'est quelque chose qui était prévu déjà de longue date. C'est notamment Félix, qui travaille chez Google, qui a beaucoup bossé sur cette évolution. Il a pris le temps du coup de peaufiner son truc. Alors il n'était pas tout seul, hein, bien évidemment, ça a été testé par des dizaines de personnes, mais c'est lui qui a l'idée un peu le projet, ça a été bien testé, et du coup ça prend bien en charge un peu tous les cas de figure un peu costauds qu'on rencontre souvent sur des thèmes, notamment les réglages de thèmes qui sont souvent sérialisés, c'est-à-dire encodés pour simplifier en base de données, pour prendre moins de place. Je simplifie abusivement, hein. Et tout ça, du coup, c'est très bien pris en charge par cette fonctionnalité. Et pour celles et ceux qui sont déjà en HTTPS, pour diverses raisons, il peut s'avérer que vous ayez encore des liens en HTTP vers des ressources, des images par exemple de la médiathèque, etc. Et cette extension, du coup, le repère, cette fonctionnalité du cœur WordPress le repère automatiquement et via un petit bouton vous permet de switcher directement à HTTPS. Est-ce la fin des extensions type Really Simple SSL? Sûrement, Non, ouais. parce qu'elles proposeront toujours des petites choses supplémentaires. Maintenant, voilà, c'est quand même une fonctionnalité intégrée dans le cœur. C'est une fonctionnalité qui forcément touche un peu tout le monde, quoi. Donc voilà, une plutôt bonne nouvelle. Ouais, j'allais poser la question à Nicolas. Aujourd'hui, un site qui n'est pas en HTTPS, il est sévèrement, je dirais, saqué par Google ou pas? Un site aujourd'hui qui n'est pas en HTTPS n'est pas forcément pénalisé en termes de référencement. L'HTTPS, pour avoir fait de nombreux essais, c'est plus orienté UX, hein, qui va rassurer une personne, notamment sur un site e-commerce. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de plus-value à avoir un site en HTTPS en termes de référencement. C'est-à-dire on ne sera pas mieux classé dans les résultats de Google avec un site HTTPS. Mais Google a annoncé, avec une mise à jour qui arrive bientôt, qui s'appelle Google Page Experience, qui arrive dans quelques mois, il va tenir compte de toutes ces petites choses, notamment au niveau de l'UX, et l'HTTPS en fera partie. Donc c'est pour ça que je pense que la sortie de cette mise à jour de WordPress associée à la mise à jour de Google qui arrive, si Google a trempé dans l'évolution de WordPress, je pense que les deux sont corrélés. Ouais. Oui, il y a pas. Et puis quand on sait que du coup, il y a cette statistique de 40%, donc ça veut dire 2 sites sur 5 qui tournent sur WordPress. Et évidemment, ça explique, mais ça on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, pourquoi Google investit aussi du temps en sponsorisant des gens pour contribuer à WordPress de son côté. Voilà, pour 5.7, du coup, il y aura aussi des changements sur l'interface d'administration, mais à part si vous comparez deux WordPress, un 5.6, un 5.7, vous les verrez probablement pas. Des changements notamment sur les couleurs, puisque les couleurs ont été harmonisées sur l'interface. Jusqu'avant, WordPress, c'était 50 nuances de gris, 50 nuances de bleu, 50 nuances de... Enfin voilà, vous comprenez l'idée. À partir de 5.7, du coup, ça sera seulement 12 nuances. Et ces nuances, du coup, seront clairement définies suivant des contextes bien particuliers, ce qui permettra d'ailleurs aux extensions qui souhaitent, ou aux agences aussi, qui modifient les couleurs du back-office, etc., de pouvoir le faire beaucoup mieux, en fait, et beaucoup plus proprement qu'avant. Donc voilà, quelque chose de plutôt positif, et toujours, bien sûr, en respectant les standards d'accessibilité, voilà. Les WCAG et leur équivalent du coup RG2A en France. Ça c'est pour 5.7. Maintenant une petite news rapide sur les versions mineures à venir. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, 5.6 est sorti la semaine dernière. Alors pour nous, mais pour vous ça sera peut-être il y a 2 semaines. Au moment où vous écouterez cet épisode, et 5.6.1 donc corriger pas mal de choses, voilà, une quarantaine de correctifs, mais a aussi ajouté des bugs. Et oui, ça arrive, et c'est un logiciel fait par des humains, WordPress, donc on n'est pas parfait,
Et 5.6.1 a ajouté 2 bugs que pas mal de personnes qui utilisent WordPress ont remonté. Le premier bug, du coup, c'est un bug de Gutenberg, donc dans l'éditeur natif, l'éditeur de blocs. De ce côté-là, du coup, si vous allez sélectionner un paragraphe, par exemple, et que vous voulez changer la taille de police, vous avez un petit sélecteur qui permet de choisir grand, très grand, donc avec un terme, avec un mot-clé, petit, grand, très grand, etc. Et pas une taille en pixels, on va dire. Ce sélecteur est pété, du coup, c'est-à-dire que si vous choisissez large, en fait, ça se réinitialise par défaut, quoi, automatiquement. Je vois Eddy qui Ouais, hoche la tête, ça c'est sûrement parce qu'il était en formation et exactement. qu'il a dû voir ça. J'en étais Exactement, sûr. j'ai montré, je dis Et bon, on s'est pas concerté, hein. tant mieux. Et effectivement, ouais, du coup j'imagine ton désarroi, mais c'est pas à cause des développeurs de Whodunit, non, c'est à cause de ceux de WordPress. Donc du coup, ouais, voilà, et on a ça qui est pété, et du coup ça va être réparé. Et il y a une autre chose aussi qui concerne l'éditeur, mais pas Gutenberg, c'est qui concerne l'éditeur classique, donc Classic Editor, où du coup un bug un peu gênant, c'est que si dans Classic Editor vous avez un type de publication où vous avez supprimé la zone de contenu, notamment pour afficher des champs ACF par exemple, donc vous n'avez pas de zone de contenu, en fait vous avez juste l'éditeur classique avec titre et des champs. Dans ce cas-là, du coup, on a un bug très chiant, ce qui fait que quand vous ouvrez une publication que vous avez donc d'un type de contenu, d'un type de publication que vous avez déjà publié, pour le modifier, vous faites des modifs, ensuite vous revenez du coup à une autre partie de l'interface et vous avez un message qui vous dira êtes-vous sûr de vouloir quitter cette fenêtre? Voilà, comme quand vous commencez à remplir un formulaire sur une page où il y a un formulaire et que vous quittez la page, votre navigateur vous ouvre, va vous jeter une fenêtre à la gueule pour vous dire t'es sûr de vouloir partir, t'es en train de saisir un truc. Et donc ça c'est un problème de JS qui fait que du coup voilà, il y a ce bug là qui apparaît. En fait, c'est que via JavaScript, du coup le navigateur considère qu'on est encore en train de remplir quelque chose alors que c'est pas forcément le cas, ça a été enregistré. Ok. Donc du coup ça va être corrigé sur 5.6.2 qui va sortir à peu près quand vous écouterez ce podcast. Donc mettez à jour, ça vous corrigera ces bugs là. Voilà, dans les liens de l'émission, on mettra, au cas où 5.6.2 n'est pas encore sorti, on mettra un petit patch que vous pouvez implémenter du coup pour corriger le souci en attendant que la version sorte. Voilà, mais peut-être qu'on fera un petit tweet avec le compte de l'agence pour partager ce bout de code. Parfait. Dernier truc sur le sujet, non, c'est bon en fait. Merci, c'est juste J'ai pour que oublié je ce que je voulais c'est dire. juste pour que je fasse du montage. C'est gentil. Ouais, voilà. Super, génial, merci JB. Ouais, alors il est temps d'accueillir de nouveau Nicolas. Alors bonjour Nicolas. Mais merci à vous pour Bonjour. l'invitation, hein. Merci beaucoup. Merci de l'avoir accepté si rapidement parce que voilà, on prévoit pas forcément toujours des mois et des mois à l'avance et tu as répondu tout de suite à notre appel sur un sujet qui est toujours d'actualité. Je veux dire, c'est un peu c'est même pas les marronniers parce que ça revient pas à fréquence, c'est tout le temps. C'est-à-dire le référencement, la sécurité, la vitesse, on va dire, c'est peut-être les trois sujets essentiels qui toute l'année font parler et font fonctionner aussi des agences et des free. Donc toi tu vas nous parler du référencement, du SEO. On va te poser quelques questions, tu vas nous parler un peu de ton activité. Je disais en introduction que si jamais les auditeurs sont allés à un WordCamp, ils t'ont forcément croisé. Je crois que tu essayes d'aller à tous les WordCamps. J'essaie de tous les faire lorsque je peux, tout à fait. Ouais. J'ai donné des conférences dans quasiment tous les WordCamps, je pense. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu, alors te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, savoir un peu quel parcours tu as eu, comment tu t'es retrouvé à te créer, à faire une agence, puis encore de nouvelles aventures là récemment. Comment t'en es arrivé là? Alors moi j'ai pas du tout une formation dans le web, hein. Je suis pas du tout un développeur ou issu d'une formation du web. J'ai fait différents boulots dans ma vie. Mon point fort c'était le commerce. Quand je vendais un produit, j'étais capable de trouver les bons arguments pour arriver à réconforter les gens et être sûr qu'ils soient contents d'acheter ce produit-là et qui valident ce que je leur propose à chaque fois. Et donc j'ai fait
différents métiers comme ça. En parallèle de ça, bon, j'aimais assez bien le web et depuis début des années 2000, même un peu avant, je pense en 99, j'ai commencé à créer un petit peu mes premiers sites. Mais n'étant pas développeur, j'utilisais FrontPage et Dreamweaver à l'époque, hein. C'était les deux outils qui étaient accessibles à tout le monde. Et puis, je commençais à créer des sites comme ça pour rendre service à des amis, à des assos, etc. Et jusqu'en 2010, de 2000 à 2010, j'ai créé pas mal de sites. J'ai créé des communautés aussi. Je fais beaucoup de VTT. Donc, j'ai créé une communauté dans le sud de la France qui s'appelle VTT 34. J'avais lancé ce site-là aussi qui a très bien fonctionné. Et j'ai découvert WordPress vers 2006-2007. Et là, je me suis dit, waouh, enfin un CMS qui permette de faire beaucoup de choses, qui soit simple à utiliser et à gérer. Avant WordPress, j'utilisais un CMS qui s'appelait Nuket Clan. C'était un CMS de gamer qui permettait d'avoir un forum, des parties bien distinctes. Et j'ai beaucoup utilisé ça, plus un forum PHPBB après, qui était un peu plus évolué. Puis j'ai découvert WordPress en 2006-2007, PrestaShop en 2008 également, parce que ma sœur avait besoin de faire un site e-commerce. Et ma sœur, donc, qui est une confiseur dans le massif du Pilat, qui avait besoin de faire une boutique. Et là, à l'époque, il y avait OS Commerce, il y avait Magento qui était très lourd, hein. Et il y avait PrestaShop. PrestaShop, c'était le rookie. PrestaShop débarquait, solution française, et j'y ai cru. J'ai cru en PrestaShop, et tiens, cette solution elle a l'air pas mal. Et j'ai fait un site à ma sœur en PrestaShop. Et comme j'étais un des premiers à l'utiliser, et ça s'est bien passé. Et je me suis après lancé en 2010, quand le statut auto-entrepreneur est sorti. Ça a été un peu le déclic pour moi, c'est-à-dire je rendais service pour créer des sites. J'avais créé quelques sites que je monétisais un petit peu avec de l'affiliation et de la publicité aussi pour moi, mais légèrement. Puis en 2010, mais voilà, maintenant je maîtrise deux CMS qui sont WordPress et PrestaShop. J'arrive à faire des choses bien avec. Le statut d'auto-entrepreneur me permet de ne prendre aucun risque, de garder mon activité en tant que salarié et de me lancer à côté. Et c'est grâce à ce statut-là, je pense que le statut d'auto-entrepreneur ne serait pas sorti. J'aurais jamais eu le courage de créer une société et de me lancer en lâchant ce que j'avais avant. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Les premiers sites que j'ai fait avant m'ont permis de montrer ce que j'avais fait ces dernières années. J'ai fait beaucoup de sites gracieusement, hein, pour aider les gens à leur rendre service. Mais ces sites-là m'ont servi à avoir une vitrine dès que j'ai démarré. Et puis d'être assez bien formé sur WordPress et PrestaShop. Et PrestaShop qui était tout nouveau, j'ai commencé à mettre sur mon site Cranico des pages pour présenter PrestaShop, les tarifs, la solution que je propose, etc. Et je me suis référencé, je pense, dans les premiers au niveau de ça. Et du coup, j'ai toujours conservé un très très bon référencement associé à PrestaShop et j'ai toujours eu énormément de demandes associées à PrestaShop, mais aussi à WordPress. Et donc j'ai pendant quasiment 10 ans fait des sites à base de WordPress et PrestaShop sans être développeur. Donc on ne peut ne pas être développeur et se faire une place dans ce milieu-là. Mais moi, du coup, je m'étais axé vers la partie référencement pour justement avoir une plus-value. C'est-à-dire, voilà, je vends des sites, mais j'essaie de les optimiser au mieux en termes de référencement. Et donc, toujours, mon discours, c'était voilà, je vous vends un site, mais on va l'optimiser pour que vous soyez bien référencé. Et ça a été mon discours et ce que j'ai mis en pratique pendant pas mal d'années. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Parfait, très bien. Et aujourd'hui, Et maintenant, Aujourd'hui, alors j'ai pris après donc on va dire jusqu'en 2016, j'ai fait beaucoup de création de sites, beaucoup de création de sites donc à base de WordPress, de PrestaShop, un petit peu de WooCommerce également. Et puis en 2016, je me suis rendu compte, voilà, j'optimisais assez bien les sites en termes d'on site, hein, donc c'est-à-dire avoir un site performant, un thème qui soit propre, intégrer des bons contenus, correctement mailler l'ensemble. J'arrive à avoir de bons résultats. Et puis j'ai découvert un petit peu le côté obscur du SEO, qui est ce qu'on appelle tout ce qui est les stratégies de lien, le netlinking, hein, où on va travailler la popularité du site. Donc ça peut se travailler de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire on fait du contenu qui soit pertinent, des beaux articles comme le fait JB sur votre blog, donc des articles qui vont générer automatiquement du lien et naturellement, ou sinon tu peux générer toi-même les liens, accélérer la chose, c'est-à-dire manipuler Google et accélérer ton référencement grâce aux liens. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert les noms de domaines expirés, donc du coup ce marché parallèle où les gens arrêtent une activité, le domaine retourne au catalogue et on peut acheter des sites avec des beaux profils de liens. Et puis en 2016, c'était la foire, hein, parce qu'à l'époque, personne ne faisait trop ça. Donc on arrivait à avoir des noms de domaine à des prix dérisoires. Et du coup, j'ai relancé des sites, j'ai travaillé ça, etc. Et puis je me rendais compte, c'était incroyable. J'avais des résultats totalement, vraiment impressionnants.
Et puis, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Et j'ai fait de plus en plus de stratégies de lien pour mes clients. Tous les clients que j'ai accompagnés pendant pas mal d'années, je suis retourné les voir. Je dis, voilà, je vous ai correctement optimisé votre site, on a travaillé la structure, on a travaillé les contenus, etc. Maintenant, j'ai un troisième levier, hein, après la structure, les contenus, un troisième levier qui est donc les liens, et je peux vous aider si vous voulez à gagner encore plus de visibilité avec ça. Et les anciens clients m'ont fait confiance, j'ai mis en place énormément de stratégies de liens, ça a très très bien fonctionné, j'ai eu de très bons résultats, jusqu'au moment où tout le monde en voulait et je n'avais plus assez de disponibilité pour en faire parce que j'étais avec mon document Excel, j'avais les outils style SEMrush, Monitorank, etc. pour monitorer les positions. Je faisais mes captures d'écran pour faire les rapports aux clients. J'envoyais les liens, j'allais voir si c'est publié, je récupérais, je faisais un rapport, je passais mon temps à faire du reporting pour montrer ce que je faisais, c'était ingérable. Et puis de là, on est arrivé l'idée de lancer une plateforme qui pourrait gérer cela de A à Z. Mais du coup, j'ai lancé la plateforme semjust.com qui elle est spécialisée dans la vente de liens et l'accompagnement. Donc pour ça, comme je ne suis pas développeur, il a fallu que je trouve des associés, parce que principalement pour le développement, hein, l'outil que l'on a aujourd'hui, quand je demandais des devis à quelqu'un pour me faire la plateforme que je voulais, on me demandait des sommes de 200 à 300 000 euros pour pouvoir créer la plateforme que je voulais avec l'API, etc. Donc c'était quand même assez lourd. Et j'ai trouvé un développeur qui a cru en mon projet, et également David, un ami de longue date aussi, qui lui, on s'est toujours suivi, c'est lui qui m'avait initié au web à Dreamweaver au début des années 2000, qui lui a cru en ce projet-là, et tous les trois on est partis là-dedans. Moi pour la partie métier, SEO et visibilité de l'entreprise, David pour la partie start-upper et faire monter la boîte rapidement et prendre les bonnes décisions, etc. et manager un petit peu tout ça, et Jérémy pour la partie développement. Et on s'est lancé en 2017, et là on est en 2021. On a embauché 25 personnes entre-temps, et la société fait plusieurs millions d'euros par an. Donc c'est un truc de fou en fait. Et j'ai vraiment trouvé le bon, comment dire, le produit que les gens recherchaient, dont ils avaient besoin, et qui touche tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu mis de côté du coup ma partie activité, création de site. J'ai carrément arrêté la création de site. Le consulting SEO, j'en fais vraiment de moins en moins. J'ai gardé seulement les clients que j'avais, et aujourd'hui je suis focalisé quasiment à 100% sur la partie SEMJust. Et à côté de ça, il y a un an, j'ai lancé un plugin d'obfuscation, un thème également dans l'univers WordPress. Ça c'est plus pour le fun, pour le plaisir, parce que voilà, je monétise beaucoup de sites. J'ai beaucoup de sites que je monétise moi aussi pour vendre du lien ou faire de l'affiliation, etc. Et puis j'en avais marre d'avoir des thèmes sur lesquels il fallait toujours mettre les doigts dedans, etc. Et j'ai voulu avoir le thème dont j'avais envie depuis très longtemps. Et je l'ai fait faire à Jourel, un développeur avec qui je travaille depuis pas mal d'années. C'est lui qui m'avait fait la refonte de mon site Créanico déjà il y a 6 ans en arrière. Et du coup, donc on a lancé un thème qui se vend très bien et qui plaît pas mal. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai 2 casquettes, la partie vraiment SEMJust qui prend quasiment la totalité de mon temps, et la partie WordPress où je m'en occupe beaucoup moins, et c'est plus Jorel qui va gérer ça. Voilà en gros mon parcours pendant ces... Alors je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de levier tout à l'heure, tu disais voilà, il y a la structure, il y a le contenu, là tu parles du troisième levier qui est le netlinking, les liens. Le lien, ouais, la popularité pour être exact. La popularité. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a des personnes qui arrivent avec leur site, on leur dit bon bah voilà, votre site il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il y ait du contenu, que ça soit cohérent, il faut que la structure, l'arborescence soit intelligente. Après, on utilise des outils comme Yoast pour apprendre un peu à structurer, voir si on a structuré correctement sa page. Comment tu mettrais ça s'il fallait mettre un ordre? Est-ce que c'est à égalité? Est-ce qu'il faut d'abord que le site soit rapide? Est-ce qu'il faut d'abord que le site ait une longue historique? Est-ce que c'est le contenu Alors, tout est gagné en premier? tout est imbriqué. Déjà, la première chose, la base, c'est vraiment hébergement, CMS et le thème, clairement. Alors déjà, ici, donc on est sur un podcast qui parle de WordPress. Vous êtes une agence WordPress. WordPress, clairement, c'est le CMS qui se référence le mieux. Vous prenez n'importe quel CMS à contenu équivalent, le CMS brut avec le thème par défaut, etc.
Vous mettez du contenu, le même contenu sur tous ces CMS, WordPress sera clairement devant. Google aime le code de WordPress, c'est vraiment voilà, le CMS qui se référence le mieux. Donc déjà, en partant sur la solution WordPress, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que cette solution est vraiment populaire et prend de plus en plus de parts de marché, déjà, on part déjà donc un avantage à ce niveau-là. L'hébergement va jouer énormément également parce qu'aujourd'hui, il faut un hébergement qui ait un temps de réponse assez rapide. Ça va jouer pour les performances en termes de référencement, mais aussi pour l'UX. Un utilisateur qui attend 3 secondes ou 4 secondes qu'une page s'affiche, honnêtement, il risque de fuir. Donc il faut un site qui soit rapide. L'hébergement y joue beaucoup. On peut intégrer des plugins de cache, mais comme on l'a vu avec WP Rocket. Un thème qui soit performant aussi. Si le thème est trop lourd, qu'il y a trop de requêtes qui se chargent, etc., qu'il est mal codé, ça va être catastrophique aussi. Donc ça, c'est la première base. C'est vraiment les fondations sur lesquelles on va tout poser. La deuxième chose, c'est le contenu. Tu as parlé de Yoast. Yoast, effectivement, va nous aider déjà à optimiser un petit peu les contenus. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche encore mieux, c'est la rédaction sémantiquement optimisée. Je ne sais pas si vous en avez entendu un petit peu parler, mais il y a des outils maintenant comme Your Text Guru, comme SEO Quantum, comme 1.fr. Ce sont des outils qui vont vous donner le champ lexical autour des mots-clés. Si par exemple je parle du jaguar, est-ce que je parle de la voiture ou est-ce que je parle du félin? C'est le champ lexical qu'il y aura autour du mot-clé jaguar qui va donner la thématique, la sémantique, et plus cette sémantique sera large et riche, et plus Google va donner de l'intérêt à votre contenu. C'est l'algorithme Google RankBrain qui vient clairement impacter cela. Donc aujourd'hui, la rédaction, ce n'est pas comme on le faisait avant avec Yoast, où il va nous dire, vous allez pondérer ce mot-clé-là à 3, 4, 5%, le répéter dans le H1, dans le H2, dans le chapeau, dans la balise titre. Ça, ok, on peut un petit peu le faire, mais c'est fini. Maintenant, c'est vraiment aller chercher le champ lexical qu'il y a autour des mots-clés. Plus le champ lexical sera large, il sera riche, et mieux Google vous référencera. Donc ça, le contenu a changé ces dernières années. Il est important d'en tenir compte. Et après, une fois qu'on a... Donc c'est la dimension contexte en fait Exactement, autour du tout mot-clé, à fait, quoi. c'est ça, tout à fait, c'est ça. Et Google, il est capable, il est assez intelligent maintenant pour le voir et y donner du poids. Et après, le lien, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va venir justement booster tout ça. Le lien, donc la partie popularité, aurait beaucoup moins d'effet et ça serait peut-être un petit peu dommage d'en faire sur un site qui serait mal optimisé. Et nous, quand on fait du lien sur SEMJust, on va regarder en priorité, est-ce que le site est rapide? Est-ce que la page que l'on pousse, elle est bien maillée de la page d'accueil et qu'elle reçoit déjà suffisamment de jus interne? Est-ce que la balise titre, elle est correctement optimisée? Parce que le mot-clé qu'on cible, est-ce qu'il est dans la balise titre? C'est important. Vous devez optimiser les balises titres sur vos pages. Et on va regarder également, est-ce qu'il y a suffisamment de contenu sur cette page-là? Et si tout ça, la structure technique est bonne, les contenus sont bons, la balise titre elle est bonne, et que tout est correctement mis en place, le lien va avoir un effet complètement impressionnant pour venir pousser une page, par exemple, sur une requête où vous pouvez être 25e ou 30e sur Google, simplement de pousser avec du lien, on peut rapidement rentrer dans le top 10 en rien de temps, parce que justement le site il demandait que ça. Mais la partie popularité, c'est vraiment voilà, c'est un complément des deux autres piliers. Si les deux premiers piliers sont mauvais, je préfère être honnête, n'achetez pas forcément de lien, n'essayez pas trop de faire de lien. Il n'y aura pas l'effet escompté. Par contre, si tout est bien optimisé, là c'est l'autoroute après. D'accord. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de, je sais plus si c'était tes mots exacts, mais enfin moi ce que j'ai entendu c'est de tricher un petit peu avec Google parce que on lui fait croire des choses, on fait des liens et autres. Je sais pas si c'est une légende urbaine. À une époque, j'avais entendu parler de sites qui étaient montés très très vite et qui finalement avaient dégringolé Non, aussi tout à fait. rapidement et puis avec aucune chance de remonter. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient blacklistés après par Google. Exactement. En gros, pris la main dans le sac. Est-ce qu'aujourd'hui, on risque ça encore? Est-ce que ça existe? Tout à fait. En fait, un site qui va flirter avec les limites de Google et qui va se faire pénaliser, il aura une étiquette dans le dos. Et j'ai eu des clients qui ont eu des problèmes où ils ont voulu aller trop vite parce que des clients qui veulent toujours aller trop vite. Et au bout d'un moment, hop, ils se font prendre par le radar, c'est fini.
le site il se fait pénaliser et le site ne repartira jamais. Donc quand on fait du lien, il est très important de rester entre guillemets naturel. Effectivement, on vient manipuler Google, hein, on vient lui faire croire qu'un site est plus populaire qu'un autre, mais il faut le faire intelligemment et il faut le faire sans être agressif. Et aujourd'hui, il y a différentes façons de faire du lien. Il y a des possibilités de faire des blasts de liens. Alors ça, je l'ai fait pour un client qui était dans l'événementiel. Lui, il fallait qu'en 4 mois, son site soit positionné très rapidement parce qu'il y avait un événement à une certaine date. Donc du coup, ben là, on y allait comme des cochons. Le site, on le faisait monter super vite. Il était là au moment de l'événement, puis après, il se faisait exploser. Le site retombait, mais c'est fini, l'événement était passé, donc ça fonctionnait. Donc ça, c'est des rares cas où on peut le faire. Quand on travaille sur des... Ah oui, en mode commando, Exactement, quoi. tout à fait. Ça Euh, monte, on fait le ça truc, monte. après, ben, on se fait blacklister, mais Voilà, on s'en ça fout, explose en quoi. plein vol, c'est fini, ça a fait le taf. Le taf a été fait. Et c'est beaucoup moins compliqué. C'est pas compliqué à faire ça, hein, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, si on travaille sur un monosite, hein, et donc nous, les clients que l'on a sur Symbiose, ce sont des clients, des petits clients, mais aussi on a des très grosses boîtes et des énormes boîtes. Derrière, on travaille sur le monosite et il y a des familles entières qui vivent après ce site-là. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait le choix de partir sur des sites, sur de vrais sites, c'est-à-dire on a un catalogue de sites qui est ouvert aux partenaires, donc on a près de 10 000 sites partenaires, et ce sont des sites qui sont plus ou moins influents dans, dans des thématiques. Et on va aller mettre des liens sur des vrais sites, sur des sites qui sont thématisés dans la thématique du client. On va faire un article qui va répondre à une intention de recherche et qui va venir mentionner le client sans trop en faire la promotion. Et on va en mettre régulièrement, tous les mois, sans trop en mettre. Et plus le client est gros, plus on peut en mettre. Un petit site, on va lui mettre 1, 2 liens, 3 liens par mois maximum. Parce qu'en mettre plus serait dangereux et on prendrait un risque par rapport à Google. Donc, Ouais, il faut pas que ça soit artificiel, quoi. Il voilà, faut que il faut ça simuler le reste naturel. naturel. C'est de l'artificiel, mais on simule Oui, le voilà. naturel. Enfin voilà, c'est en fait, on fait comme si on faisait du link betting, Hmm. mais on va acheter les liens pour gagner du temps. Donc nous, on a un catalogue de sites qui est énorme, et pour quand on a un client qui vient, ben, on va sélectionner en fonction de son budget, de son éligibilité à recevoir des liens, parce qu'il faut être éligible à recevoir certains liens. On va décider quel lien on lui met, quel budget on lui met, et souvent, on va même freiner des clients. On a des clients qui veulent avec des budgets trop gros. On leur dit non, c'est dangereux. Ce budget-là, nous on le ferait pas, c'est trop dangereux. Vous prenez un risque, donc pas forcément aujourd'hui, mais comme l'a dit Eddy, ça peut fonctionner un certain temps. Et puis au bout de 2 ans, tu comprends pas pourquoi ton site il tombe, parce que la barre de Google aujourd'hui elle est là, et dans 2 ans elle sera là. Et le problème c'est que toi tu étais là, et donc tu étais sous le seuil d'avant, mais au-dessus du nouveau seuil. Donc le problème il est là. Et aujourd'hui, c'est très très grave quand on se fait pénaliser un site et qu'on a travaillé pendant 10 ans, 15 ans sur un site, qu'on a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, c'est catastrophique de perdre un site. Donc, non, il faut vraiment attention au lien, il faut vraiment le faire intelligemment. On fait un audit du lien, on regarde comment ce site est optimisé, qu'est-ce qu'il reçoit déjà comme lien, est-ce qu'il n'est pas déjà suroptimisé parce que le client a pu essayer d'en faire lui-même, acheter un peu de liens par lui-même et sans faire exprès, il s'est suroptimisé en mettant des encres trop agressives. Donc, parfois, il faut déjà désoptimiser et puis essayer voilà, de rester naturel. Voilà, que Google, quand Google passe sur le profil de lien avec des liens que vous avez achetés dedans, il ne doit pas être capable comment dire, de les détecter ou que ça saute surtout pas aux yeux, en fait, qu'il n'y ait pas des choses qui soient aberrantes. Voilà. Il faut rester cohérent, tout simplement. Ah, alors en fait, moi j'avoue que je suis pas très au clair avec ce que c'est cette histoire de lien. Est-ce que tu peux nous dire, pour quelqu'un qui fait son blog et qui a envie de monter un petit peu dans les résultats, comment on fait du lien? Ça veut dire quoi faire du lien, avoir des liens? Si je veux le faire aujourd'hui, moi naturellement, sans payer quelqu'un, il faut que j'ai des amis qui aient des sites, Tout à fait. Alors c'est de déjà, l'échange. lorsqu'on parle de lien, il y a deux notions. Il y a le maillage interne et les liens internes et le maillage externe, les backlinks, les liens externes. Donc déjà, la première chose, c'est de correctement optimiser le jus transmis sur son site. C'est-à-dire si je suis un prestataire, je lance un nouveau site, j'ai 2 pages de prestations qui sont importantes parce que je vends une prestation d'audit quelconque. Ben, ces pages-là, ce sont les plus importantes de mon site. Donc déjà, je vais faire en sorte de les mailler dans le menu principal depuis la page d'accueil et limiter le nombre de liens qui partent vers d'autres pages qui pourraient diluer le jus. Il faut essayer déjà d'envoyer un maximum de jus
sur cette page-là. Déjà, c'est important. Et la deuxième chose, c'est aller chercher donc du jus externe, hein. Il faut savoir que le jus SEO, c'est le fameux PageRank de Google. Alors tout le monde croit qu'il n'existe plus. Le PageRank existe, mais Google a arrêté de nous le montrer parce que les SEO, on est des filous et on venait le manipuler. Donc il a dit, OK, vous êtes des filous, je ne vous affiche plus le PageRank, nous on l'utilise en interne, mais vous ne le voyez plus. Donc c'est clairement voilà, la popularité des sites se fait au travers du PageRank, c'est tout simplement le maillage qu'il y a au travers donc tous les sites qui sont au niveau mondial ou au niveau du web, ben, tous ces sites-là vont faire des liens, ils vont se distribuer dans le fameux PageRank de Google. Donc il faut aller chercher du PageRank, et ce PageRank, quand il arrive sur son site, il faut correctement le canaliser pour l'envoyer sur les bonnes pages. Ça, c'est très important. Et donc là, je suis un blogueur, j'ai besoin justement d'avoir du fameux jus externe. Et je vais regarder, je vais aller demander dans des sites qui sont dans ma thématique. Alors première chose, je prends mon téléphone, je vais appeler tous mes copains qui sont dans la même thématique, je vais appeler mes fournisseurs, je vais appeler mes partenaires, leur dire voilà, on travaille ensemble, pouvez-vous me faire un lien, m'afficher en tant que partenaire sur votre site, etc. On peut également se référencer dans des annuaires d'entreprises locaux, on peut se référencer, il y a plein de choses à faire. Moi par exemple, j'ai des liens qui proviennent des WordCamp, qui proviennent de la CCI de Montpellier, qui proviennent de chez PrestaShop, qui proviennent du site, je crois, WordCamp TV, je crois, mais j'ai aussi un lien. En fait, tous ces liens-là, en fait, se sont faits naturellement grâce à mon réseau par rapport à ce que je fais. Donc, ce blogueur-là doit faire la même chose, il doit regarder dans mes contacts qui peut me faire un lien, et que ça reste naturel. Ça, c'est la première chose. Et une fois que les liens, on les reçoit, on va recevoir des liens qui arrivent vers la page d'accueil, et c'est normal. Lorsqu'on vient parler d'une personne, le plus souvent, on fait un lien vers sa page d'accueil. On parle je sais pas, du site WordPress, on fait un lien vers la page d'accueil de WordPress. Donc, il faut après correctement, mais justement, ce jus, il va principalement arriver sur la page d'accueil du site, et il faut le canaliser et le ramener sur la fameuse page de service qui est importante. Donc c'est pour ça que l'histoire du maillage interne, et c'est pour ça que j'avais sorti mon plugin d'obfuscation, parce qu'en gros, le plugin d'obfuscation, je viens masquer tous les liens qui ne sont pas pertinents à Google, mais grâce à l'obfuscation, je les laisse disponibles aux utilisateurs. Et ça permet vraiment de neutraliser tous ces liens qui sont diluants, qui pourraient être par exemple sur un site e-commerce, le lien vers le panier, le lien vers le compte, le lien vers les CGV, le lien vers... C'était pas le fameux nofollow? C'est pas ça? Alors c'est fini le pas ça que ça nofollow. sert? Google a communiqué il n'y a pas Ouais. très longtemps. Ah, Le nofollow, d'accord. Google s'est autorisé à ne plus en tenir compte. Mais il faut savoir que le nofollow en plus venait te pénaliser ta distribution de jus. Si sur une page tu avais 2 liens, un lien nofollow, un lien follow, le lien nofollow, même s'il n'était pas suivi, tu perdais 50% de ton jus parce qu'il y avait un deuxième lien qui n'était pas suivi. Alors que D'accord. quand tu obfusques, le lien on ne le voit pas et tu as 100% du jus qui va sur le lien qui est restant. Donc c'est pour ça que le nofollow n'était pas pertinent avant. Et Google nous a dit il n'y a pas très longtemps, maintenant je n'en tiens plus compte et j'irai voir au-delà des liens qui sont en nofollow. Donc aujourd'hui le nofollow n'a plus aucun intérêt, et on a eu d'autres attributs qui sont sortis. On a eu l'UGC, le non JB Le sponsored. sponsorisé. Voilà. On a eu plusieurs attributs parce que Google a du mal à déterminer quel lien est acheté, quel lien n'est pas forcément acheté, quel lien a été déposé sans être le propriétaire du blog. Donc il nous demande un petit peu de l'aide pour arriver à détecter un petit peu tous ces liens et savoir un petit peu comment il doit les percevoir. Voilà. Mais le nofollow aujourd'hui, Moi, on peut l'enterrer, c'est fini. Ouais. j'ai 2 mots à dire sur l'obfuscation, mais je propose de le mettre de côté une seconde. Juste pour revenir, du coup, par rapport au netlinking, donc voilà, ton catalogue de liens que tu proposes de ton côté, qui est, si j'ai bien compris, quand même une bonne part de l'activité de ce que tu proposes, Tout en à tout fait. cas. Voilà. Par rapport à tous ces sites que tu as dans ton catalogue qui sont prêts du coup à fournir un lien, voilà, contre monnaie sonnante et trébuchante, Bien sûr, j'imagine. tout à Enfin, fait, bien sûr. Ils sont c'est un peu rémunérés. le but. Euh, Ces liens, du coup, ces sites, du coup, n'en pâtissent pas du Non, fait de faire des liens et de. Enfin, je veux dire, est-ce que derrière, il y a parce qu'ils distribuent quelque part finalement eux-mêmes leur propre jus, du coup, tout à fait. si je comprends bien. Et comment ça se passe du coup de ce côté-là? Est-ce que du coup, en fait, ils font un article, par exemple,
l'équivalent d'un article sponsorisé pour parler d'un service? Est-ce que c'est juste un lien dans la sidebar? Est-ce que c'est juste un lien dans le footer? Enfin, en gros, comment ça se matérialise du côté de ce site-là, en fait? C'est ça Très ma bonne question, et c'est question. d'ailleurs Très bonne question. le sujet que je connais un peu moins, D'accord, très bonne pour le question et coup. c'est la première fois qu'on me la pose, donc c'est super. Alors déjà, le fait de ne pas faire de lien sortant est une fausse bonne idée. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ah ben non non, je ne fais pas de lien sortant parce que je vais perdre de mon jus. Donc effectivement, on peut perdre un petit peu de son jus, mais faire un lien vers un site d'autorité est une très bonne chose. Donc Google regarde la qualité des liens que vous recevez, mais il regarde également la qualité des liens vers la qui sortent de votre site. Donc aujourd'hui, faire des liens sortants n'est pas du tout pénalisant, au contraire, vous pouvez en faire. Après, ces sites-là qui vendent du lien, ce sont des sites souvent qui sont très connus, qui sont très puissants, qui ont beaucoup d'autorité et qui ont beaucoup de contenu avec déjà beaucoup de liens sortants. Donc nous, notre article, déjà, il va se fondre dans la masse. C'est pas forcément visible que cet article-là a été acheté parce que on ne fait pas de l'auto-promo d'un client, on va traiter un sujet pertinent et on va citer l'annonceur et faire un lien vers lui. Donc c'est pas forcément pénalisant pour le site dans le fait de se dire il fait un article sponsorisé donc c'est pas bien. L'article il est inclus dans sa ligne éditoriale et ça va passer comme un autre article, ça se verra pas forcément. Et le lien bien sûr, les liens sont pas en sidebar, le lien il faut qu'il soit dans l'article en lui-même et dans le paragraphe qui est le plus pertinent pour le client, c'est où il y a la sémantique la plus proche du client. On parle de lui, on met un lien. Si on met un lien à un endroit qui n'est pas cohérent, automatiquement on va se voir que ce lien a été posé pour être posé. En fait, c'est pas forcément naturel. Donc il n'y a pas forcément de souci à poser un lien pour un site éditeur. Et moi-même, j'ai beaucoup de sites que je monétise comme ça et sur lesquels je vends beaucoup de liens dessus. Et mes sites, ils continuent à monter parce que ces sites-là, justement, je les alimente beaucoup en contenu. Et non, ça continue de monter, ils se référencent de mieux en mieux parce qu'ils sont riches sémantiquement, il y a beaucoup de contenu, des publications régulières sponsorisées, mais d'autres non sponsorisées pour alimenter le site. Et clairement, dans ces sites-là montent. Donc aujourd'hui, de se dire que je fais un lien vers un site, c'est pas forcément bon pour moi, c'est une fausse idée. Il n'y a aucun problème à faire des liens sortants vers d'autres sites. Et de ce côté-là, du coup, comment ça se passe? Est-ce que j'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure, mais comment ça se passe? La personne, du coup, écrit un nouvel article Tout à fait. sur un sujet, ou est-ce que, du coup, c'est plutôt, je vais aller, par exemple, modifier un ancien article et changer la date de publication? Alors ça, non, ou... changer la date Enfin, de publication, on ne le fait pas parce que Google, en plus, Google est assez Ouais. intelligent pour voir qu'il a indexé, qu'il a mis en cache cette page-là à tel moment. Donc lui changer la date de publication, ça ne changera rien. Ou alors changer. Alors là-dessus, je me rappelle d'une. Je poursuis hein, sur le sujet, sur la question, mais je me rappelle d'une conférence de Fabrice de Oui. WP Formation, et ex-WP Server d'ailleurs. Coucou Fabrice, je ne sais pas si tu écoutes le podcast, mais qui avait fait une conférence sur un WordCamp pour expliquer que du coup, il réutilisait en fait lui d'anciens articles qu'il avait publiés où il changeait pas la date de publication, mais il avait une date de dernière Tout à fait. modification qui remontait du coup via des balises schema.org. Mm. Et du coup, qui s'en servait énormément pour le SEO. Est-ce que du coup, c'est ça qui est Tout à proposé fait, du coup tout à fait. à Donc ces si on personnes qui modifie un acceptent de faire article, des liens on peut ou... modifier un article. Et moi, je l'ai mis sur mon thème SEO Mag, mon thème WordPress. Justement, tu peux afficher si tu veux la date de modification dans les articles parce que Google aime la fraîcheur. Donc du coup, lui montrer qu'un article a été mis à jour, c'est une très bonne pratique. Donc prendre d'anciens articles et les modifier, les mettre à jour et les republier donc à une nouvelle date ou simplement mentionner la nouvelle date est une bonne pratique. Après nous, là, on va dire dans 90% des cas, on va créer un nouvel article parce que c'est mieux. euh, Quand on crée un nouvel article, l'avantage c'est que le nouvel article va repasser dans le flux des actualités et va repasser en premier et va être maillé de la page d'accueil. Donc quand tu fais un lien sur un site distant, plus l'article est proche de la page d'accueil du site distant, plus il aura de jus. Parce que comme j'expliquais, la page d'accueil, c'est celle qui reçoit le plus de jus, c'est celle qui a le plus d'autorité. Donc si je fais un lien sur un gros site, eh bien, il faut que l'article soit le plus proche possible, le moins profond possible de la page d'accueil. Donc l'idéal, c'est de créer un nouvel article qui soit sémantiquement riche, avec le lien donc, intégré dedans, et on va
surfer si possible sur l'actualité d'aujourd'hui, hein. Si on est par exemple, nous on avait un client qui était dans la récupération, il vendait des stages pour récupérer les points de permis. Donc lui, on a beaucoup surfé sur l'actualité quand il y a eu les réglementations des 80 km/h ou des 90. On a beaucoup joué avec des actualités comme ça, où on parlait de la nouvelle réglementation, du risque de perdre des points, que si on perdait des points, il y avait des solutions pour récupérer ce point, comme tel client qui faisait ça. Voilà, donc voici la Ok. façon dont on peut amener les articles. Donc Et donc, t'as pas forcément 40 liens dans non, tout à l'article, t'en fait. as un qui est Voilà, bien tout à fait. placé Voilà. et bien On peut mettre un optimisé, deuxième quoi. lien. Des fois, c'est Ok. naturel. Les clients sont OK qu'on mette un deuxième lien. Donc, ils perdent un petit peu de jus. Mais l'article est un peu plus naturel et c'est un peu plus qualitatif aussi d'avoir des fois un comparatif avec deux offres, etc. On peut mettre parfois deux liens. Mais après, il nous arrive aussi d'avoir un client qui a un site qui est super bien thématisé. Il a un article qui est super bien positionné dans la thématique de notre client. Donc là, plutôt que recréer un article équivalent et qui va cannibaliser le premier, là, à ce moment-là, effectivement, on peut venir enrichir un petit peu l'ancien article, rajouter un petit paragraphe dessus, on intègre le lien dedans et on le publie comme ça. Donc ça arrive, on le fait moins souvent, mais des fois, quand c'est pertinent, on peut le faire aussi, rajouter un lien dans un article existant, et donc si possible, après, on va le remailler de la page d'accueil, donc si possible, voilà, pour lui redonner un petit peu plus de jus. Et l'avantage, c'est que l'article est déjà indexé, donc voilà, il y a du pour et du contre à publier sur un nouvel article et sur un ancien article. Et de faire les deux, ça peut également être un mix et avoir des choses qui changent un petit peu pour pas avoir toujours la même typologie de lien. Cool. Ah, Et je voulais parler du coup de l'obfuscation un petit peu. on avait déjà discuté des Moi, fois. j'aime pas Ouais. trop ça. On a déjà discuté, hein. Mais c'est pas pour refaire le débat. Après, moi, la question que je me pose, du coup, c'est là, du coup, je vais plus revenir du côté un petit peu agence, etc. C'est-à-dire que nous, en fait, le SEO, on n'est pas spécialiste, hein, évidemment. Par contre, on est spécialiste de son implémentation. Et ça, toute l'implémentation technique, du coup, on sait très bien la faire. C'est pas, enfin voilà, c'est pour ça. C'est ça notre cœur de métier. Et souvent, c'est vrai que, alors on a travaillé un petit peu avec tout le monde dans le secteur, hein, sauf peut-être toi du coup, mais un petit peu avec toutes les boîtes SEO françaises, parce que nos clients du coup choisissent leur prestataire SEO ou on leur en recommande, ça dépend un peu de ce qui se passe. Et du coup, ben, nous, on va faire la conception, peut-être des fois avec une agence design, par exemple, graphique, qui fait faire l'UX, l'UI, etc. Et nous, on va faire l'implémentation. Et de ce côté-là, du coup, ben, voilà, on choisit l'architecture, etc., avec le client, avec la boîte SEO, etc. Et sur l'implémentation, ben, forcément, les cahiers des charges sont un peu différents suivant les personnes. La personne, du coup, le client va vouloir bah, du coup, que son site il soit joli pour que son patron soit content. Alors, si nos clients nous écoutent, vous n'êtes pas tous comme ça, hein, je le précise. Non, mais je le dis en rigolant, mais voilà, le client va avoir des objectifs. Nous, on va avoir des objectifs aussi, ben voilà, sur l'implémentation technique, on va dire. Bah, du coup, le SEO du coup, va avoir des objectifs de SEO, puisque bien sûr, il est commandité pour ça. D'autres personnes, du coup, vont peut-être intervenir sur le site, notamment s'il s'agit de sites publics ou de sites de grands groupes, etc., sur la partie accessibilité. Et tout ça se confronte un peu. Tout à fait. Moi, ce que j'ai coutume à dire, c'est que du coup, bah, il faut avoir une culture de compromis. En disant que voilà, ben, il faut placer le curseur finalement pour pas trop mettre de désagréments côté SEO, et évidemment parce que c'est super important, mais que l'UX reste OK, que le niveau accessibilité en soit OK, et que finalement, bah, finalement tout le monde soit content. Moi j'aime bien que tout le Bien monde sûr, soit tout à content, fait. Ouais. c'est quand même le plus facile. Je suis sûr que Simon est d'accord. Et, euh, et voilà. Mais maintenant, derrière, c'est vrai que les techniques de SEO comme l'obfuscation, etc., peuvent aussi poser des questions sur l'implémentation, sur l'UX, sur le degré de confiance aussi qu'on peut avoir dans le site, sur la navigation clavier. Alors, bien sûr, on peut simuler la navigation clavier, etc. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça toujours un petit peu difficile du coup de savoir où placer le curseur entre Bien SEO, sûr, entre tout à fait. performance, accessibilité, sécurité, confiance, UX. Enfin, il y a tellement de paramètres finalement. Voilà, parce que tout le monde tire la corde de son côté. Si une agence SEO est embauchée pour bosser sur un Mhm. site, c'est pour que le SEO s'améliore. Mais en même temps, il faut pas que ça nuise. Non, bien sûr, non, bien sûr. Après, l'obfuscation, clairement, c'est pas quelque chose que je pousse, hein. Ça vient répondre à des besoins bien précis et à une typologie de clients bien précise. Madame Michu, quand elle avait installé son WordPress, on lui parle d'obfuscation, elle est perdue. Voilà, il faut comprendre les enjeux
et maîtriser cela. Euh, il faut savoir que beaucoup de sites utilisent, hein, quand vous allez sur le site de la Fnac, de Darty, de Cdiscount, tous ces sites-là font du cloaking, de l'obfuscation, mais on ne s'en rend pas compte. C'est grand, il faut savoir que c'est grandement utilisé, mais on ne s'en rend pas compte. Le but est d'aller vraiment à l'extrême de l'optimisation, et moi je suis un petit peu comme ça. Quand je fais quelque chose, je vais au bout. Alors c'est une qualité ou un défaut, mais dans tout ce que je fais, dans le sport, dans n'importe quoi, quand je fais quelque chose, je m'y mets à fond. Et dans le SEO, ben voilà, j'ai voulu aller un petit peu au bout de l'optimisation, et l'obfuscation en faisait partie, parce qu'il y a tellement Bien sûr. de perte de jus qui peut se faire sur un site, que du coup, ben, sur certains sites que j'ai, où je fais j'ai de l'affiliation dessus, c'est impressionnant. Le jour où j'ai totalement obfusqué d'un côté radical tout ce qui parasitait un petit peu le maillage interne, les sites, ils ont fait un gap incroyable, parce que j'ai éradiqué Ouais. tout ce qui n'était plus pertinent en termes de maillage, et j'ai centralisé le jus SEO sur les pages qu'il fallait. Donc l'obfuscation, effectivement, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va quand même un petit peu plus expliquer. L'obfuscation, c'est qu'on Ouais, vient bien vu. Bonne idée. l'obfuscation de liens. Alors moi je ne suis pas développeur, je vais l'expliquer avec mes mots, et tu pourras peut-être mieux l'expliquer toi derrière en termes de développement. L'obfuscation, c'est venir proposer des contenus différents entre le cloaking et l'obfuscation, c'est la même chose, entre les visiteurs et Google. Alors Google, et pour en avoir discuté avec Vincent Courson de chez Google, parce que j'avais organisé une étape du Tour de France de Google il y a quelques années, ils sont passés à Montpellier, donc on en a longuement discuté, c'était au moment où je commençais à rentrer dans l'obfuscation. À partir du moment où l'on ne cherche pas à berner les visiteurs et Google, à les tromper, il n'y a aucun problème. Google n'ira pas pénaliser cela. Le but de l'obfuscation, c'est de masquer des liens, dans le cas de ce que je fais moi, c'est-à-dire mon site intègre une certaine quantité de liens. Il y a des liens qui ne sont pas pertinents, parce que, comme je l'ai dit, ils renvoient vers des pages qui n'ont pas besoin d'être visibles et maillées. Et du coup, on va créer donc une balise qui ne sera pas une balise de ham, une balise span. Cette balise span sera en JavaScript et encodée en base 64. Et c'est au moment où on va cliquer sur le bouton où ça lance le script, et ça va décoder l'URL pour renvoyer l'utilisateur vers la page. Donc en termes d'UX, l'utilisateur, il voit tous les boutons, il a tous les liens, tout fonctionne bien, il peut naviguer correctement sur le site, et il peut avoir un énorme méga menu avec bourré de liens. Ça ne viendra pas dégrader son référencement, et du coup Google, quand il va passer sur le site, il ne verra pas les liens, il verra les balises, mais il n'ira pas les décoder. Il prend le rendu HTML, il ne pourra pas venir décoder ces liens et suivre ces liens. Et j'ai fait de nombreux tests, hein. J'ai laissé pendant 2 mois une page orpheline sur mon site créanico.fr. J'ai mis cette page-là linkée depuis un lien obfusqué depuis la page d'accueil de mon site, qui est la page qui est crawlée tous les jours par les bots de Google, et la page n'a jamais été indexée par Google, il ne l'a jamais vue. Donc on vient masquer des contenus via un bouton JavaScript encodé en base 64. Est-ce que j'étais correct dans mes explications, JB? Non, c'est super au niveau de Parfait. l'explication. Moi, ce que je vais juste ajouter, c'est pour les personnes du coup qui voudraient se lancer là-dedans, c'est bien faire gaffe du coup au niveau en fait de la gestion de ces liens une fois qu'ils sont transformés en span ou n'importe quelle balise, donc qui n'est pas une balise sémantique, hein. Généralement, on utilise des spans pour ça ou des divs. C'est de bien du coup en JavaScript du coup au minimum simuler du coup les comportements de Tout à fait. focus, de clic évidemment, mais de focus aussi pour la navigation clavier. C'est le minimum. Après, ça pose quand même toujours un petit peu des petits problèmes sur la. Moi, c'est plus sur la partie un petit peu éthique d'utiliser vraiment la balise qui sémantiquement est adaptée à ce que tu veux faire. Mais c'est parce que du coup, j'ai une approche un peu différente de la Puriste. tienne, Toi, évidemment. tu es un Euh, développeur, tu es un puriste. Tout à fait. Alors que moi, je suis SEO, je ouais, suis plus non, filou. c'est. Tu vois, on a des approches. Ouais, c'est ça, mais en fait, les deux approches sont pas forcément incompatibles. Mais du coup, moi, ce que je veux dire, c'est plutôt d'avoir un compromis, voilà, de dire, ok, on fait des choses, effectivement, on détourne un peu l'usage du balisage naturel, en fait, hein, sémantique. Mais par contre, du coup, ce qu'il faut, c'est au minimum restituer les comportements Tout à fait, bien sûr. natifs quand on est en attente de retrouver, voilà, de bien avoir des focus, que tester si vous faites de l'obfuscation, que vous pouvez naviguer au clavier, c'est vraiment le minimum, Oui, c'est etc. peut-être finalement qu'aujourd'hui, soit il manque des balises, soit il manque des informations dans cette balise. Ce que je comprends dans ton exemple, Nico, c'est par exemple, moi j'ai des pages où j'ai fait plein de liens vers un glossaire, parce que je veux expliquer des mots, mais que le glossaire, j'ai pas du tout envie qu'il ait du jus. Mhm. C'est
c'est juste pour mes internautes, je pourrais en Obfusqué, gros tout à cacher fait. ces liens-là pour éviter qu'il y ait 10 Tout à liens fait, dans ma voilà. page qui ramènent vers le glossaire. Exactement. Toutes ces C'est pages-là, ça, tu ok. les mets en no-index ou pas cache-index et tu évites d'envoyer les bots dessus en fait. Et du coup, ces pages-là seront plus visibles et tu vas concentrer les robots de Google sur ces pages-là. Il faut savoir que Google alloue à chaque site un budget de crawl. Le budget de crawl, c'est voilà, Google il va dire bah, ce site-là, je lui alloue le crawl de X pages. Et donc il va passer, plus ton site est important, plus il passe plus souvent. Donc mon site Cranico, il passe tous les jours et je vois les bots qui passent dans les logs tous les jours. Mais sur certains sites, il risque de passer peut-être une fois par semaine ou tous les 10 jours. Ben, quand il va passer, il faut lui donner seulement les pages les plus importantes qu'il doit prendre et indexer. Si il commence à partir sur des pages qui ont aucun intérêt, comme ton glossaire, comme des mentions légales, des CGV, ça peut être des pages, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais des pages qui ont aucun intérêt à être indexées, des pages d'information, mais ces pages-là, on évite de lui donner à manger à Google pour optimiser son budget de crawl. En fait, le maillage interne d'un site permet d'optimiser le budget de crawl et de correctement mailler le jus. Tout à l'heure, on en a parlé brièvement, mais la pire chose que l'on peut faire en SEO pour un site, c'est intégrer un méga menu. Quand on a un méga menu et que tout est maillé dedans, on a tous les liens du site présents dans le menu et qu'on se retrouve avec une tartine de liens, c'est catastrophique. Il faut, voilà, on arrive sur la page d'accueil, on doit seulement avoir les liens des entrées des silos et les liens les plus importants sur la page d'accueil. Mais si le bot il arrive et il commence à prendre tous les liens qui sont pris, Bah, t'as le plan du site, quoi, en fait. exactement, tu as le T'as plan le plan du voilà. site qui est Et donc c'est directement dans catastrophique. le Et en menu, plus, voilà. il faut savoir Ouais. que Google donne plus d'intérêt au premier lien qu'il voit. Donc moi, sur mon thème WordPress, on a mis en place du Flex CSS où je vais différer dans le code l'affichage des éléments. Et mon menu, il est chargé après. J'ai tout chargé et mon menu, il est chargé en dernier parce que je veux que Google prenne en premier la partie principale de mon contenu. Donc il va arriver sur ma page, il va prendre le fil d'Ariane, je lui laisse prendre le header sans le menu, il prend le fil d'Ariane, il prend le contenu principal où je vais avoir mes articles ou mes pages avec mes liens, après il va prendre la barre latérale, après il prend le pied de page et après il prend le menu. Le menu, je lui file en dernier parce que les encres de liens dans le menu, elles sont moins parlantes qu'une encre qui serait dans un contenu, et la sémantique autour du lien dans le contenu, elle est meilleure. Donc il faut donner à manger à Google en premier un lien avec une encre la plus parlante possible et dans un écosystème sémantique proche. Donc du coup, il y a une autre technique, on a parlé d'obfuscation de liens, l'autre technique un petit peu de filou, c'est le flex CSS pour différer les affichages. J'affiche un élément, un endroit sur mon site, mais Google, je lui donne ou avant ou après en fait. Voilà. Ouais. Attention les enfants, ce que dit le monsieur, du coup, ne le faites que si vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez faire. Si vos parents sont à côté. Si vous pensez, Parce que là, du coup, voilà, il faut que les parents soient à côté. Ouais, parce Bah, que du coup, enfin- on retombe du coup d'ailleurs, et Eddie m'en parlait un petit peu avant l'émission, mais on retombe du coup sur une bonne pratique Opquest qui est bien connue, c'est que le sens de tabulation finalement au sein de la page quand on navigue au clavier doit ah, mais bien sûr, correspondre mais c'est la base. au sens dans lequel s'affichent les informations. Bien sûr, Donc, bien sûr. Mais après, Bon, après, non, mais après, là, tu parles évidemment d'optimisation, et c'est pour ça qu'on t'invite d'ailleurs. C'est pour parler d'optimisation, et donc le but du jeu pour toi, c'est d'aller Le le plus plus loin loin possible. possible. Donc c'est logique. Ouais. Non, mais ça Voilà, permet de comprendre et, en fait. Ça permet de comprendre aussi comment Tout à fait. fonctionnent les C'est moteurs ça. de Et recherche le- et éviter des erreurs. Exactement. Et le- Sans aller forcément jusque-là. Et Parce que j'ai l'air d'être le mec non, mais chiant, c'est en bien, fait, non, mais c'est bien, il faut en passionnant parler, ce que non, dit mais Nico, tout à hein, fait. voilà. Tout ça, en fait, il faut savoir le faire. Alors, moi, je ne sais pas le faire, mais j'ai un très bon développeur. J'ai un très bon développeur et je travaille avec lui depuis très longtemps. Et Jorel, ouais, il est capable de me mettre des choses en place extraordinaires et ça fonctionne très bien. Donc, et le Flex CSS, on peut aussi l'utiliser donc sur le thème en lui-même. On vient différer les éléments, mais on peut aussi le faire sur une page. Par exemple, vous prenez une page catégorie de WordPress, une page catégorie. Alors, souvent, elles sont très mal optimisées et en plus, WordPress vous propose, ou Yoast ou d'autres plugins SEO vous propose de les mettre en no-index ces pages-là. Donc c'est pas forcément bon. Les pages catégories, ce sont de super landing pages, donc catégorie produit ou catégorie article. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est d'optimiser la page d'accueil et d'optimiser les pages catégories. Ce sont des pages qui sont durables dans le temps, contrairement aux produits ou aux articles qui vont prendre à la profondeur, etc. Les pages catégories, même chose, on peut utiliser du Flex CSS, c'est-à-dire je vais avoir mon listing des articles ou des
produits. Donc on va configurer dans WordPress, je veux 15, 20, 30 articles sur ma page. On va intégrer un texte optimisé SEO sous les articles. Et après, en Flex CSS, je fais en sorte que ce paragraphe-là soit pris juste après mon H1. Dans le code, j'ai le H1 de la page catégorie, j'ai mon texte en Flex CSS avec toute ma sémantique, et là on peut mettre 500, 600, 1000 mots. Et après, Google, il va voir les aperçus des articles ou des produits. Et là, le Flex CSS est très pertinent aussi. Et du coup, on peut positionner des pages catégories très bien grâce à ça, en alimentant ces pages catégories en contenu, alors qu'une page catégorie, par défaut, elle est nulle. Et tout le monde va vous dire, n'utilisez pas les catégories, ne les indexez pas, n'indexez pas également les pages étiquettes, n'utilisez pas les étiquettes, alors que si on a de bonnes pratiques, on peut faire ranker des pages étiquettes, on peut faire ranker des pages catégories sans qu'elles se cannibalisent et les utiliser intelligemment. Et ça fait partie du Flex CSS. Et tout ça, ce que je vous explique, c'est ce que j'ai mis en place sur mon thème SEO Mag. Tout ça, on l'a mis en place et on le vend sur un thème, justement, même pour ceux qui ne sont pas capables de développer du Flex CSS, qui ne sont pas capables de gérer de l'obfuscation de liens. Voilà, on propose ces deux produits-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est plutôt la communauté SEO, les gens qui monétisent des sites, qui viennent me voir et qui sont clients de ces produits-là, parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre quel est l'intérêt de l'obfuscation, quel est l'intérêt du Flex CSS, et sont un petit peu perdus lorsqu'ils voient tout ça, voilà, clairement. Bon, on mettra Super. les liens de tout ça dans nos articles. Tu me expliqueras comment faire des liens sans perdre de jus. Vers tes sites. Juste pour, ça va bientôt faire 1 heure. Je voulais pour revenir un peu aussi à Madame Michu, voilà, qui connaît pas l'offuscation. Enfin, elle est certainement offusquée par plein de choses. Mais on a parlé de Yoast, qui est populaire. On peut parler de SEO Mix. Est-ce que pour Madame Michu, tu donnerais, t'as des plugins comme ça qui, on va dire, pour éviter les erreurs, pour l'aider à faire les choses correctement, Ouais, en dehors alors en dehors de ton thème qui apparemment prend déjà ça en compte, mais est-ce qu'il y a, toi, tu utiliserais quoi, ou qu'est-ce que tu utilises sur Alors, les sites en général? déjà, ce que je recommande, c'est de limiter l'utilisation des plugins. Plus vous allez utiliser de plugins et des plugins qui agissent en front, et plus vous allez venir, comment dire, vous allez exécuter des requêtes. Alors déjà, et ça m'arrive d'ouvrir des sites WordPress où on va retrouver dessus une cinquantaine, soixantaine de plugins, parce que voilà, les gens aiment bien avoir plein de plugins sur leur site. Donc déjà, limitez vraiment le nombre de plugins. On va limiter déjà le nombre de risques de failles de sécurité également en limitant les plugins, parce que c'est pas WordPress qui possède des failles, ce sont les plugins qui sont installés sur WordPress qui sont ouverts à des failles de sécurité. Donc attention aux plugins que vous allez utiliser. Alors moi, le plugin que je vais utiliser le plus, c'est le Classic Editor déjà, parce que Classic Editor, je vais l'utiliser sur quasiment tous mes contenus, parce qu'il va éviter d'avoir des shortcodes comme peut le faire Elementor ou d'autres builders comme Gutenberg ou Divi, etc. Donc on peut utiliser des builders de pages pour créer de belles pages, Après, quand on a des articles de blog, etc., moi j'ai plus tendance à dire rester sur le Classic Editor. Voilà. Après, c'est ma physiologie à moi aussi en termes de puriste et de SEO. Mais voilà, moi c'est vrai que j'étais un petit peu avant de tester Gutenberg, j'étais en anti-builder. Après, ce que j'aime bien dans Gutenberg, par contre, c'est que ce Gutenberg est natif à WordPress et qui va suivre l'évolution de WordPress, et que ça va, comment dire, ça va être correctement intégré sans être trop intrusif et trop important en termes de prise de ressources. Après, il y a des plugins comme effectivement on a parlé de WP Rocket. WP Rocket, clairement, en termes de performance, il faut l'utiliser. Il est important d'avoir un plugin de cache pour compiler ces fichiers et proposer des pages qui s'affichent plus rapidement. Il y a également des plugins pour l'optimisation des images comme Imagify. Il y a aussi d'autres plugins qui existent aussi pour ça. Il y a aussi, qu'est-ce que j'aime bien encore comme plugin? Alors j'aime bien les plugins table des matières aussi. Easy Table of Content, qui permet de créer des tables des matières en termes d'UX. Quand on arrive sur un article, on a directement la table des matières et on peut cliquer vers une partie du site, parce que ça va reprendre tous les H2, H3, etc. Donc ça, c'est pertinent aussi, j'aime assez bien. Après, qu'est-ce que j'ai encore en plugin que j'aime bien? Il y a aussi liste catégorie post qui permet de mailler
des articles entre eux d'un même univers. Donc quand on a une catégorie avec, on veut gérer des structures en silo, ben là, ce plugin-là va proposer uniquement les articles de la même catégorie automatiquement. Donc j'aime assez bien. Et après, on en a parlé, il y a les plugins comme Yoast, comme SEO Press, qui vont permettre d'optimiser un petit peu plus le SEO, la structure du site, mais également de renseigner des balises titres et métadescriptions qui seront bien plus pertinentes. Donc voilà en Ouais, ne gros. serait-ce que si tu parlais tout à l'heure de dire bah, une mention légale, c'est pas la peine de les indexer. Aujourd'hui, Madame Michu, il faut qu'elle ait une extension pour dire no index Exactement, sur, tout à sur fait, une page. tout à fait. Ouais. Pour mettre une page en no-index et également mettre du no-follow si elle veut le mettre aussi, ouais, tout à fait. Ok, très bien. Alors tout à l'heure, j'ai vu Simon qui hochait la tête par rapport au Classic Editor. Vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. On a Bah, des non, pros mais c'est un Gutenberg peu là. Ah, t'es un pro c'est un peu Ouais, chez nous, Udonit, en fait, on est un peu. Bah, on est pro WordPress, donc forcément pro bien Gutenberg. sûr. Enfin voilà, on est à fond sur cette solution et qui marche très bien. Donc du coup, entendre de dire de prôner Classic Editor, en Ben fait, voilà, ouais, mais en fait moi le ça- Classic maintenant aujourd'hui, ça, En, voilà. en tout à plus, fait, il est parce pété. que Hein. moi en fait clair. j'utilise beaucoup. En plus, il est pété. Ouais, en plus, En ce moment. en plus. Non, le Classic Editor, en fait, je pense que Gutenberg est très bien pour gérer des pages de présentation, des pages d'accueil, des pages de service, etc. Par contre, Mm. quand on est sur un article de blog, Un moi, article. clairement, je préfère utiliser le Classic Editor parce que tu vas éviter d'intégrer des shortcodes en plus. Il faut savoir que les builders de pages viennent intégrer du code supplémentaire entre le thème et les contenus. Donc, on va donner à Google Ouais. plus de code que si si on évitait d'avoir un builder. Donc dans certaines typologies de sites où les enjeux de référencement, la concurrence sont importants, etc., effectivement, ça peut beaucoup y jouer d'utiliser au minimum les builders de page. Après, moi qui ne suis pas développeur, demain tu m'enlèves les builders de page. Jusqu'à il y a quelques années, je devais passer par mon développeur Jorel qui utilisait ACF, qui me faisait mes gabarits de page, etc. J'avais pas la main dessus. Donc Gutenberg vient révolutionner l'univers WordPress et vient offrir à tout le monde une solution qui permet de créer de très belles pages faciles à mettre en place. Donc effectivement, Gutenberg a une place dans le marché et c'est un besoin, mais dans certaines typologies de sites et certaines thématiques où il y a des enjeux importants en termes de référencement, on va éviter, et moi j'ai des sites où je n'ai pas une seule page conçue avec un builder, je n'ai que du Classic Editor parce que ce site-là, il faut lui donner un maximum de chance. Voilà. Alors, juste Nicolas, du coup, comme tu nous as appris plein de choses, et c'est passionnant hein, d'ailleurs, et vraiment super, super cool cette discussion, bah du coup, je vais me permettre de t'apprendre quand même un petit truc. Dis-moi. J'ai trouvé la bonne façon de le présenter, c'est bon, pour pas passer pour un méchant. Non, c'est que du coup, en fait, pour information, du coup, en fait, Gutenberg n'intègre aucun shortcode, en fait, contrairement à la plupart des builders, évidemment. Et c'est un gros problème chez beaucoup de builders. Tout le monde se rappelle de Visual Composter, mais on lui a déjà réglé son C'est compte le pire. C'est le il y a pire. quelques émissions de ça. Et non, en fait, du coup, Gutenberg, donc, comme tous les builders, du coup, a besoin en fait d'une nomenclature lui permettant de reconnaître un bloc et de lui associer une mise en forme. Et en fait, cette nomenclature passe par des commentaires HTML. D'accord, Donc, ok. il n'y a pas de shortcode, il n'y a pas de code entre crochets, si tu veux, de ce D'accord. type. Tout passe en fait par des commentaires HTML et tout ça est buildé, donc c'est uniquement stocké en base de données. Et en front, du coup, tu n'as même pas de commentaires, tu n'as rien du tout, tu n'as que en fait du HTML Bah, pur en pur, fait. quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, de ce côté-là, en fait, justement, bah, c'est ce qui a été plutôt malin de la part des développeurs voilà, de ce projet. C'est que du coup, non, ça passe pas du tout par les shortcodes D'accord. Ok. techniquement. Après, donc le balisage est beaucoup plus Propre, léger. Léger, restreint, bien sûr. c'est-à-dire, en fait, Oui, il est très léger. léger, Donc ouais. en gros, autour d'un bloc cover, tu auras deux divs. Une div pour faire ben, finalement ta bannière, quoi, clairement. Et puis une autre div qui va servir en fait à positionner le contenu, par exemple, un peu au milieu de la bannière. Mais tu n'auras rien d'autre, alors que si tu prends en fait Divi ou n'importe quel builder, tu auras plein voilà, une arborescence de shortcode qui permettront en fait de faire tout La ça. soupe de Et div. ça va finir D'accord. en soupe de div, ça va se Et, finir en soupe de div derrière. Un bon minestrone de div. et du coup, j'ai une question. Les plugins qui viennent rajouter comment dire, Des des blocs. blocs, comme par exemple Stackable. Mm. Stackable, je l'utilise sur plusieurs Ouais. projets. Effectivement, c'est vrai qu'ils rajoutent des blocs qui sont assez bien conçus, etc. En termes de visuel. Au niveau du code, est-ce que ça se base justement sur ce que fait déjà Gutenberg et ça reste quand même aussi assez propre et léger?
ou pas en fait? Est-ce que vous avez déjà testé en fait tous ces plugins qui viennent rajouter des bibliothèques de blocs? Alors, comme souvent, en fait, t'as à boire et à D'accord, manger. ok. T'as du bon et du mauvais. Cadence, Tacable, du coup, sont plutôt pas mal au départ. Le problème, c'est que du coup, la demande a explosé. Donc, ils se sont retrouvés à faire voilà, des sliders avec la possibilité de faire des sliders dans des sliders, tout ce que tu veux. En gros, tout ce que les gens demandent qui peut être parfois incohérent, inutile, mais qui fait joli. Et finalement, là-dessus, tu arrives vite à des structures qui perdent tout leur intérêt finalement. Mais globalement, tout va dépendre en fait de la bibliothèque de blocs que tu utilises. Moi, ce que je recommanderais toujours finalement, c'est un besoin, un bloc Bien et sûr, une bien sûr. extension. En gros, tu as un besoin de slider, tu installes une extension qui gère un bloc slider et qui permettra de le faire parfaitement. C'est le mieux. En plus, du coup, tu auras du JS qui sera, et du CSS qui sera chargé uniquement sur la page qui utilise ce bloc si le bloc est bien fait. Et ça, on en reparlera probablement la prochaine émission avec Jonathan de VP Rocket. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment en fait justement de toujours garder les choses simples, d'installer uniquement ce dont on a besoin pour faire ce dont on a besoin, pour faire voilà, ce qu'on Ok, veut faire. mais écoute, ce que je ferai un comparatif avec une même page, un même contenu, avec différents builders, et je comparerai ça, et promis, pendant mes conférences, je dirai, n'utilisez pas les builders sauf Gutenberg, alors. Ah, mais ça serait super d'avoir Ouais. les résultats de ce Ouais, test-là. ouais, Ah ouais, carrément, tout ouais. à fait, ouais, ouais. Intéressant. Moi, j'allais dire, ça serait super de dire ça, mais oui, non, ça serait super d'avoir les résultats du test. Mais c'est bien, non, mais ça reste intéressant pour comparer justement ce que les builders. À l'époque, Fabrice Ducarne, en 2013, je crois, ou 2012, 2013, 2014, il a fait une conférence à Paris, lors du WordCamp Paris, sur les builders, où il avait comparé un petit peu tous les builders, etc. Mais on était loin de ce que font les builders maintenant. Et à l'époque, c'était Visual Oh, Composer oui. qui était celui que tout le monde utilisait. Ah oui. Mais voilà, mais non, aujourd'hui, quand même, les builders ont assez bien évolué. Gutenberg, j'utilise un petit peu. Le deuxième que j'utilise, c'est Elementor aussi, qui permet de faire des choses aussi sympathiques. Mais effectivement, Elementor est beaucoup plus propre que la ouais, plupart des autres builders. D'ailleurs, on avait fait un article comparatif qui servait, il faut bien l'avouer, hein, disons-le clairement, à montrer que Gutenberg et le mieux, est bien un peu sûr. l'avenir. Mais c'est ce qu'on voulait dire. Mais enfin, je le dis hein, clairement parce que c'était le cas. Mais Elementor était clairement parmi tous les autres, hein, Visual Composter, Divi, etc. Parce qu'on leur donne chacun un petit nom, mais Elementor c'est Elementor. Voilà. Mais Voilà. allez, je le dis. Et donc Elementor en fait était plutôt bien, enfin pas trop mal en termes de structuration du code, de sémantique et finalement de propreté de ce qui est produit en front. Parce que souvent c'est le problème de ces builders. Gutenberg est clairement au-dessus. Après, derrière, il propose pas autant de Voilà, choses tout à fait. Ouais, qu'Elementor. ouais. Et Et c'est ce voilà. que j'ai rencontré quand j'ai mis en place mon site WP Rank pour vendre justement mon plugin. Ce qui m'a poussé à utiliser Elementor, c'est qu'Elementor proposait plus de choses pour les mises en page par rapport à Gutenberg qui était un petit peu plus limité, et je voulais pas forcément rentrer dans trop d'extensions pour les rajouter après Non, mais sur c'est vrai, ouais. Gutenberg. Et surtout Elementor, c'est que Gutenberg, alors peut-être que ça évolue entre temps ou pas, mais Gutenberg me permettait pas d'éditer également les fiches produits de WooCommerce. Alors qu'avec Elementor, j'ai pu le faire, Ouais, et si vous allez voir les fiches de vente pour mon thème, ouais. du coup j'ai fait de super belles pages de vente pour mon thème grâce à Elementor sur WooCommerce en fait. Ouais. Et j'ai pu avoir des trucs sympas. Et j'ai adapté mon thème justement en fonction de ça. C'est que le thème, Ouais, on en voilà. a discuté sur le Slack. Ouais. Les fiches produits de WooCommerce ne sont pas, enfin, utilisent l'éditeur Voilà. classique en Mais c'est fait, pour hein. ça que ça serait une belle évolution à Classic faire pour Editor. Gutenberg, parce que ça manque énormément, je trouve. Ouais, bah en fait l'équipe l'équipe de WooCommerce bien sûr bosse sur le sujet, hein, c'est évident. Eux ils ont fait des blocs pour pouvoir remonter les articles sur d'autres pages, etc. Mais éditer les articles, les produits en fait eux-mêmes, c'est compliqué parce que en fait ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Le seul problème c'est qu'il y a toute la partie métadonnées en fait, etc. Et surtout il y a le support, la rétrocompatibilité pour toutes les Et ouais. anciennes boutiques qui Ouais. l'utilisaient pas. Et en fait du coup ils sont j'ai l'impression que le projet avance assez doucement, mais qu'il avance D'accord. et que ça devrait finir par sortir. Mais en attendant, il est toujours possible, alors là, hop, je ramène un peu la pub sur moi, d'utiliser une merveilleuse extension faite par un mec super sympa qui s'appelle Reusable Block Extended et qui vous permet de créer un bloc et de l'insérer via un shortcode dans votre page WooCommerce. Comme ça, vous éditez votre page WooCommerce avec Ouais. Gutenberg. Tout à L'air de fait. rien.
Non, mais c'était pour la C'est la blague. petite astuce, ça. Mais Mm. c'est une astuce de filou. Mais Enfin, tu vois, comme mais de quoi, mon il y a côté. des filous aussi chez les De partout. développeurs. Il y a des Ouais. filous de partout. Tout Il y à en a fait. partout. Voilà, bon, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'on aurait pu discuter encore des heures et des Ouais. heures parce qu'il y a des techniques. Bon, tu vas pas tout nous dévoiler au fur et à mesure. On espère au prochain WordCamp. Ben, j'espère bien. Hein. Voilà, que Je tu garderai pourras toujours en faire en d'autres. mémoire le WordCamp à Marseille, hein, où Ouais. Ah oui. on s'est retrouvé à l'after. Il n'y a pas vraiment qui était venu. Eddy, il avait une Mm. pile de tickets boissons comme ça qui distribuait. Parce qu'il y en avait énormément. Allez. C'est vrai. Et à 2h du matin, Les vieux souvenirs qui Et à 2h ressortent. du matin, on est parti faire des géocaches. Donc, le géocaching, pour ceux qui connaissent pas, on était allé faire des géocaches dans Marseille de 2h à 4h du matin. C'était, Voilà. voilà, j'en garde un super souvenir de ce WordCamp à Ouais, Marseille. c'était un C'est super vrai que les souvenir. WordCamp, c'est des souvenirs de conf, mais c'est aussi beaucoup des souvenirs d'after Tout à fait. Ouais. De before et qui nous d'after. ont, qui Before ont et permis de nous rapprocher tous les uns des autres. d'after. Exactement. Voilà. On s'est pas mal C'est ça. débrouillé à Nice également après. Euh, c'est très sympa. Voilà, bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. C'est très intéressant. On mettra les liens vers tous tes sites, ton thème, ton plugin sur l'article du podcast. Par contre, on va tout Ouais, on va offusquer. tout Hein, par offusquer, contre. par contre, on a Les compris. vilains. Voilà, et on demandera un échange de bannières parce que moi, à mon époque, on appelait ça échange de bannières. Tout à fait. Ah oui, c'est Voilà, vrai. dans Ah, mais les toi, années c'était. 2000. Oui. Mais finalement, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Et puis maintenant, on évite. Après, les bannières flash, ça ranquait pas bien. Hein. Les Maintenant, bannières- on évite de faire des liens qui se croisent en fait. On fait des liens par triangulation. On fait plus des liens A vers B et B vers A aussi, ouais. Donc les bannières, On les évite échanges ça. de bannières Ouais. en direct, c'est fini. Maintenant. Tu peux oublier. Ah bon, on arrête ça. Ok. Voilà. Allez, retourne en 2000, Ouais, Eddie. c'est ça. Désolé, J'aimerais mais. bien. J'aimerais parfois bien. On n'avait pas de masque. Alors, à l'époque. C'est vrai. Voilà, bah merci à tous. Comme on vous l'a déjà distillé un peu dans l'épisode, prochain épisode sera avec Jonathan de VP Rocket et on parlera cache et optimisation. Donc on va être encore un petit peu sur le thème finalement puisque ça sert énormément pour le référencement. Encore merci Nicolas. Merci Bah, à bonne vous. continuation. Ça a l'air de bien tourner, de bien Ouais. fonctionner. Donc continue comme ça. Carrément. Et puis, à bientôt les auditeurs et bon courage, restez chez vous, avec les gestes barrières et éternuez dans votre coude. That's really C'est ça, cool. c'est ça, c'est bon, t'as presque tout. We've got Ciao, à la lots of prochaine. Ciao tout le them. monde. Ciao. Merci Nicolas. Ciao, ciao. Nigeria. Oh, Voilà. Nickel. that's really cool. Bon, C'est dans la merci. boîte. Ouais, c'est vite passé, ouais, je vois 21h30 déjà. Ouais. J'ai l'impression qu'on a discuté un quart d'heure. Non mais super, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et pour l'échange, c'était super.